Nous avons affaire avec Vance et Rubio à deux personnalités très intelligentes qui jouent aux échecs, Oui, c'est-à-dire oui. qui calculent leurs coups longtemps à l'avance. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier, parce que même lorsque l'on lit la presse israélienne de ce matin, on voit des contrastes assez marquants entre l'interprétation de ce que l'on a vu hier, que ce soit par exemple le Yediot Ahronoth ou le Israël Hayom. Le Yediot Ahronoth voit surtout des côtés plutôt négatifs, le fait qu'il n'y a pas eu de point de presse, que la rencontre a été relativement courte, qu'il n'y a pas eu de tête-à-tête. Et le Israël Hayom, lui, dit au contraire que finalement tout s'est bien passé. Il se réfère aux réactions, en tout cas aux déclarations de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Tout s'est bien passé, l'une des meilleures rencontres que les deux hommes ont pu avoir. Votre avis, votre appréciation sur cette rencontre? Je dirais d'abord que compte tenu d'un climat quelque peu conflictuel entre l'administration Trump, ou plus exactement entre Trump et quelques personnes de l'administration, et Israël au cours des dernières semaines, on est revenu à une atmosphère beaucoup plus détendue. Il y a eu de part et d'autre une volonté très nette d'insister sur l'amitié, la coopération, la complémentarité entre les deux pays et non plus sur les différences ou divergences d'analyse, d'appréciation, voire même d'intérêts nationaux à long terme qui ont été évoqués par certains. Donc, de ce point de vue-là, il y a clairement un retour, un retour assez net vers une situation relativement positive. Je crois que pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement, il est important, il est même essentiel de voir quel est le contexte général. D'abord, je voudrais insister sur le fait que Netanyahou était à Washington, mais quand vous lisez la presse américaine, le véritable héros du moment présent, c'est Zelensky. Eh oui. Zelensky est venu à Washington officiellement pour les mêmes raisons que Netanyahou, pour honorer le sénateur Lindsey Graham. Revenons sur le sénateur Lindsey Graham, dont tout le monde fait l'éloge aujourd'hui, à commencer par le président Trump. Euh, Lindsey Graham est surtout connu en Israël comme étant comme ayant été le soutien le plus résolu d'Israël au Sénat, mais Lindsey Graham était également le soutien le plus résolu de l'Ukraine au Sénat et auprès de l'administration Trump. Or, il y a eu, comme vous savez, un climat très difficile entre l'administration Trump et l'Ukraine dans la première année, voire même Oui, pendant les bien sûr. premiers 18 mois de l'administration actuelle. Euh, on se rappelle la façon cavalière, il faut bien le dire, assez grossière, dont Trump et surtout le vice-président Vance ont traité Zelensky lors de la première visite de Mhm. celui-ci à la Maison-Blanche, après l'installation de Trump pour son deuxième mandat. Il y a eu des réticences très nettes, venant d'une partie importante de l'administration quant au soutien à apporter à l'Ukraine. Aujourd'hui, la situation a, on peut dire, presque radicalement changé. L'Ukraine et Zelensky sont regardés de plus en plus par les Américains comme d'abord une puissance fiable et deuxièmement comme des alliés, comme des partenaires Mhm. utiles Et euh, vous dites que c'est Lindsey Graham pour qui la a eu un rôle déterminant pour, qui a changé cette approche? Lindsey Graham, il est intéressant de revenir quand même sur la personnalité d'Lindsey Graham. Lindsey Graham, c'était l'homme qui incarnait le parti républicain euh, euh, qui s'était opposé à l'administration
Obama, qui était engagé pour la défense globale du monde libre. À ce titre-là, d'ailleurs, Lindsey Graham, lorsque Trump est apparu sur la scène politique américaine de manière complètement inopinée, prenant de court tout le monde, Lindsey Graham, pendant un certain temps, était extrêmement critique de Trump, ou du moins de ce que Trump disait. Trump semblait jouer une carte isolationniste qui semblait totalement catastrophique pour Graham et pour, bien sûr, beaucoup d'autres républicains. Mais Lindsey Graham ensuite a évolué. Il s'est rendu compte que il y avait une différence entre l'utilisation par Trump de certains slogans et la réalité de son approche. En réalité, il s'est aperçu que Trump n'était pas du tout un isolationniste, que Trump croyait à l'importance de la puissance américaine et au déploiement de la puissance américaine, le seul point étant que le président pensait que cette présence et ce déploiement devaient être révisés et joués de manière plus précise en faveur des intérêts américains et je dirais même des intérêts Ok. occidentaux Alors globaux. tout cela d'une certaine manière, nous rapproche les deux conflits en fait. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une. Les deux conflits sont aujourd'hui presque explicitement rapprochés, puisque on a en mémoire le fait qu'il y a quelques jours, les Ukrainiens ont torpillé en mer Caspienne un bateau iranien qui euh, apportait, disons, à la Russie des matériels ou des technologies euh, pouvant servir aux Russes dans leur combat de moins en moins efficace contre l'Ukraine. Donc il y a maintenant, pour la première fois, un véritable recoupement des deux conflits. Et j'ajoute une autre chose qui est très importante, c'est que les services secrets israéliens, mais aussi américains, ont analysé de près un certain nombre de ripostes iraniennes contre les États-Unis au cours de la bataille actuelle. Vous savez que les négociations euh, de paix ont été suspendues entre les deux pays et que, en réalité, la guerre a repris, qu'il y a des opérations militaires assez lourdes de la part des États-Unis contre l'Iran et des réactions non moins lourdes de la part des Iraniens contre les États-Unis et leurs alliés. On s'est aperçu que, on est arrivé à la conclusion que vraisemblablement les Iraniens ne pouvaient pas cibler certains objectifs américains ou alliés des Américains sans une aide en matière de renseignement fournie par la Russie. Et donc, quand on recoupe ces différents points, euh, je crois qu'il y a une prise de conscience aux États-Unis que, qu'on le veuille ou non, euh, Que la Russie l'Iran est une sorte de bras avancé de la Russie dans la région, quoi. que la Russie est bel et bien engagée de manière active, non seulement contre l'Ukraine, mais en fait contre les intérêts américains, mais en fait contre, je veux dire, C'est intéressant l'Occident américain. c'est intéressant ce que vous dites, mais pourtant, on se serait attendu, c'est le style de Donald Trump, si effectivement il y avait anguille sous roche, s'il y avait véritablement des preuves de cette implication russe, à des déclarations du président américain, où il ne se serait pas gêné Alors de. là nous en arrivons à un autre aspect de la situation actuelle. Il est très clair que on ne peut rien comprendre à la situation actuelle si l'on ne garde pas euh, à l'esprit qu'il y a un conflit euh, Intérieur. intérieur, euh, plus ou moins caché du grand public, mais en fait c'est un Ah, c'est secret pas caché du tout, d'État. on le comprend, il faut pas. Il y Ouais. a un conflit donc entre euh, le, le vice-président Vance, qui a clairement assumé, pour le coup, une ligne isolationniste qui est pro-russe, anti-ukrainienne et
faut dire, assez largement, et il est de plus en plus explicite dans une position anti-israélienne. Ouais. Et d'autre part, le Marco secrétaire Rubio. d'État, Marco Rubio, qui, avec beaucoup de force, défend en gros la ligne qui était celle de Lindsey Graham. Oui. Euh, et il y a eu En fait, c'est Michel, si je me trompe, oui, c'est en fait une sorte de confrontation en perspective de la prochaine candidature, de ce qui sera le prochain président ou le prochain bien candidat sûr, des bien Républicains sûr, au présidentiel, n'est-ce bien pas? sûr. Alors, quelques mots sur Vance. Lorsque Trump avait choisi Vance comme coéquipier, beaucoup d'observateurs ont dit c'est un coup de génie parce que nommer un homme jeune qui puisait avec un background intellectuel et universitaire assez conséquent, c'est un très bon coup. Ça permet de bien montrer que la jeunesse finalement est du côté de Trump. Vous savez, on a beaucoup parlé de la décrépitude de Biden au moment de la dernière élection et du fait que Biden a été en fait limogé par son propre parti à cause de sa décrépitude. Euh, Trump, évidemment, a l'âge de Biden, mais en nommant un homme jeune à ses côtés, en termes de communication, c'était assez réussi. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que on a probablement euh, en, un petit peu survolé trop vite le personnage de Vance. Vance est un homme très intelligent, tout le monde s'accorde pour le dire, mais c'est également un homme extrêmement dogmatique. Il y a eu un épisode euh, très significatif qui s'est déroulé juste après, en fait, l'arrivée de l'administration Trump à la Maison-Blanche. Le vice-président Vance, qui s'est converti au catholicisme, à l'origine il était protestant, qui s'est converti au protestantisme, au catholicisme, excusez-moi, il y a, si je ne m'abuse, 6 ou 7 ans, est donc venu rendre visite au pape. Le pape, c'était à l'époque le pape François, et bon, c'était un geste qui aurait pu être un geste important disons, de respect envers la principale personnalité du monde catholique. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. On a eu, et beaucoup de gens en ont été sidérés, on a eu le spectacle d'un vice-président qui a critiqué la position d'une partie de l'épiscopat américain et en fait du pape François lui-même contre la politique de l'administration Trump en matière d'immigration et qui est allé jusqu'à dire que euh, défendre en toutes circonstances les immigrés n'était pas conforme avec la théologie catholique. Alors, du point de vue de la théologie catholique, je ne sais pas si Vance a raison ou pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que être catholique, ça veut dire d'abord être, selon la formule consacrée, en communion avec le pape. Et c'est certainement pas un homme qui, à l'époque, avait moins de la moitié de l'âge du pape et qui n'était quand même qu'un converti récent au catholicisme. Ce n'était pas à lui de faire une leçon de théologie devant le pape à Rome lors d'une audience. D'ailleurs, D'accord, là, on est, c'est très intéressant. Beaucoup de gens ont constaté que le pape en est mort, puisque quelques heures plus tard, pendant la nuit, Ah oui, c'est après ça. cette entrevue, le pape est mort. Est-ce qu'il y a eu une relation de cause à effet? C'est difficile de dire, mais Bon, ce qui est clair, c'est que ça a été très mal ressenti. Ça a été très mal ressenti, non seulement alors, au Vatican, écoutez, mais dans le monde catholique. c'est très intéressant ce que vous dites, mais je suis pas sûr que tous nos auditeurs nous suivent. On va peut-être se focaliser et revenir sur Allez-y. les deux principaux, on va dire, les principales conclusions que vous tirez à chaud, sans rentrer dans les détails de ce qui s'est dit entre Netanyahou et Trump. C'est donc d'une certaine manière la présence, l'implication grandissante de la Russie qui pourrait faire réfléchir à deux fois Donald Trump à donner la priorité à l'aile isolationniste, à J.D. Vance, et justement donc les tensions internes entre J.D. Vance et Marco Rubio, qui semble d'une certaine manière, lui, de son côté, attendre le moment propice pour essayer de jaillir et de se faire, de mettre en avant sa politique à lui. C'est ça, hein, pour Rubio. Nous avons affaire avec Vance et Rubio à deux
personnalités très intelligentes qui jouent aux échecs, Oui, c'est-à-dire qui oui, calculent leurs coups longtemps à l'avance et qui gardent leurs un atouts. très grand sang-froid. Et donc, l'un et l'autre jouent une partie compliquée et difficile. L'un et l'autre savent ils ne peuvent pas créer un schisme, aller jusqu'à créer un schisme au sein de l'administration, que ce serait mauvais pour eux. Euh, voilà quel est le contexte, ou certains diront le subtexte de, de Ça veut la... dire, c'est intéressant parce que ça veut dire que derrière ces déclarations très simplistes de Donald Trump, dont le président nous abreuve tous les matins, on les récupère à 7h ou 8h du matin dans les journaux de la radio israélienne, derrière ces déclarations simplistes, il y a une véritable confrontation, un véritable débat d'idées sur l'avenir, on va dire même du Parti républicain ou même l'avenir des États-Unis derrière ça. Absolument. Et je dois dire que on est aussi dans une situation globale qui est actuellement très loin de jouer, et il faut insister là-dessus, dans le sens de la géopolitique de Vance. C'est Ouais. juste le contraire. Reportez-vous à ce qui se passe actuellement. D'abord, il y a des succès très importants de l'administration actuelle et de Rubio, comme par exemple le progrès absolument confirmé des négociations entre Israël et le Liban. Oui. On entend maintenant de la part du président du Liban des choses. Moi, personnellement, je sais qui est le président du Liban. Je n'aurais jamais cru qu'il en arriverait à dire ce qu'il dit maintenant. Il y a des, des discussions avec l'Arabie saoudite qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que l'on a pu croire Oui. au départ. Donc, on est dans un contexte compliqué, évolutif, où il ne faut pas perdre de vue le duel entre Vance et Rubio. Et pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un avantage à Rubio, ce qui explique le... L'apaisement dans les relations entre Netanyahou et, Oui, absolument. voilà. Eh bien, on l'a bien compris, c'était très intéressant de dialoguer avec vous, comme d'habitude, pour nous donner une perspective, non pas d'avoir les réactions, on va dire, les réactions en coulisses, ou en tout cas les informations en coulisses, parce que ça, probablement, on le saura au cours des prochains jours, mais de mieux nous tisser la toile qui se présente dans la région et même au niveau des États-Unis, de l'avenir des États-Unis. Merci beaucoup, Michel Gurfinkel, d'avoir été avec nous et de nous avoir décrypté cette rencontre et le contexte dans lequel cette rencontre s'est tenue hier à la Maison-Blanche. Bonne journée, Michel, à bientôt. Bonne journée.